Il arrive à un moment dans la vie intérieure où les liens qui nous entouraient autrefois commencent à se modifier sans bruit. Ce n'est pas une rupture brutale, mais une sorte de déplacement silencieux, presque imperceptible, comme si le paysage affectif perdait peu à peu ses couleurs familières. Les messages deviennent plus rares, les rencontres se font plus spacées et l'on sent naître une interrogation discrète. Une question qui ne fait pas de bruit, mais qui s'impose tout de même. Qu'est-ce qui est réellement en train de changer? L'esprit humain a tendance à interpréter des silences comme un signe de désintérêt ou de rejet. Nous sommes façonnés par l'idée que l'absence de réponse signifie une faute de notre part, une insuffisance, quelque chose que nous aurions dû mieux comprendre. Pourtant, lorsque l'on prend un peu de distance avec ce réflexe de culpabilité, on découvre un autre mouvement plus intime. Et c'est pas le monde qui s'est éloigné, c'est nous qui, sans nous en rendre compte, avons commencé à regarder ailleurs, à écouter d'autres besoins, à chercher un espace où notre sensibilité puisse respirer. Ce souplissement intérieur, ça manifeste souvent lorsque l'on sait se faire des compromis avec ce qui est superficiel. Ce n'est ni un jugement, ni une volonté de se sentir supérieur. C'est simplement le résultat naturel d'un changement de fréquence émotionnelle. Lorsqu'on ne peut plus, ce pourquoi certaines personnes ont peu d'amis, forcées à participer à des conversations creuses, à des rituels sociaux répétitifs, à des échanges qui tournent autour du bruit plutôt que du sens, la vie réorganise les choses à sa manière. Elle retire délicatement ce qui n'a plus d'ancrage en nous et laisse place à une nouvelle forme de présence. Ce réajustement surprend même lorsqu'il est nécessaire. Il provoque une légère douleur, une sorte de nostalgie tranquille. Nous sommes tellement habitués à la permanence que chaque transformation paraît une perte. Pourtant, la plupart des relations que l'on garde par habitude ne reposent pas vraiment sur la profondeur, mais sur le confort de ce qui est connu. Et quand on commence à écouter ce qui se passe à l'intérieur, ces liens reposant sur la répétition plutôt que sur la sincérité se révèlent tels qu'ils sont. Des constructions fragiles qui ne peuvent traverser les cangencements de notre monde intérieur. Dans ces moments de recul, on découvre que les relations qui demeurent ne sont pas celles qui nous distraient, mais celles qui nous parlent. Et l'on comprend aussi que de nombreux attachements n'étaient pas là pour nourrir notre sensibilité, mais pour nous aider à ne pas sentir le vide que l'on portait en soi. Ce vide n'est pas une menace à fuir, il est un espace encore inexploré, une part de soi qui demande attention plutôt que compensation. Lorsque l'on cesse de remplir chaque silence par une présence extérieure, quelque chose de subtil commence à émerger. Le silence, qui paraissait autrefois inquiétant, devient un terrain d'écoute. Il permet de percevoir des nuances que le bruit social masquait depuis longtemps. On découvre que beaucoup de nos gestes, de nos paroles et même de nos relations étaient motivés non par un véritable désir de partager, mais par la peur de se retrouver face à soi-même. Et c'est souvent dans cet espace dépouillé que l'on comprend la différence profonde entre être seul et se sentir seul. Être seul peut devenir un acte de cohérence intérieure, une manière d'habiter sa vie sans chercher en permanence des témoins. Se sentir seul, en revanche, naît presque toujours d'un abandon de soi. C'est lorsque solitude choisie verse solitude subie. L'on confie à l'autre la tâche impossible de combler nos propres mannes, que l'on glisse vers une dépendance silencieuse. Cette dépendance ne se manifeste pas toujours par des mots ou des gestes évidents. Elle s'inscrit plutôt dans
ces petites gens, de valider, d'être entendu, de recevoir une attention qui rassure momentanément, mais ne guérit rien. Dans la pratique clinique, on observe souvent des personnes entourées de monde qui vivent pourtant une solitude bien plus profonde que celles qui habitent leur journée dans le calme. L'agitation extérieure n'est pas un remède contre le vide intérieur. Elle en est parfois le masque, et il arrive que l'on comprenne tardivement que la quantité de liens n'a jamais été une garantie de qualité. Ce qui importe réellement, c'est la capacité à rester présente à soi lorsque le monde extérieur cesse de répondre comme on l'attendait. C'est là que commence une étape essentielle du développement affectif, celle où l'on cesse de courir après chaque source de distraction émotionnelle. Ne plus chercher compulsivement des stimulations permet de laisser remonter ce qui jusque-là était enfoui sous des couches de bruit. Cette pause n'est pas un arrêt, c'est une forme d'attention. Elle révèle ce que l'on a vraiment besoin de comprendre, ce que l'on a négligé, ce que l'on attendait des autres sans jamais se l'accorder à soi-même. Au fil de ce processus, la solitude cesse d'être ce territoire menaçant. Elle devient un lieu de passage où l'on trouve la capacité d'interpréter son propre monde intérieur. Ce qui paraissait vide devient espace. Ce qui semblait douloureux devient compréhension. On cesse de confondre validation et affection, présence et amour, compagnie et lien, et l'on découvre que la maturité affective ne commence pas lorsque l'on rencontre les bonnes personnes, mais lorsque l'on devient capable de se tenir debout sans craindre le moment de retrait. À mesure que l'on avance dans ce cheminement, une transformation silencieuse s'opère dans notre manière de nous relier aux autres. Les échanges qui autrefois semblaient naturels deviennent parfois inconfortables, non pas parce que les blessures invisibles de l'enfance, l'autre aurait changé, mais parce que les conversations qui tournent en rond, les habitudes sociales répétées, les rencontres qui se maintiennent par politesse plus que par envie, tout cela commence à peser d'une manière nouvelle. Ce n'est pas du rejet, c'est un signal intérieur qui indique que l'on ne peut plus s'ajuster à des dynamiques qui ne correspondent plus à ce que l'on devient. Il se crée alors une tension discrète entre la loyauté envers le passé et la cohérence avec le présent. Rester pour ne pas décevoir semble rassurant, mais s'obliger à demeurer dans un lien qui ne respire plus fini par devenir une forme de renoncement intérieur. Beaucoup de relations appartiennent à des versions anciennes de nous-mêmes, à des périodes où nous cherchions à être aimés avant de vouloir les maintenir coûte que coûte par nostalgie ou par peur de blesser, ne fait qu'ajouter de la confusion affective et nourrit parfois un ressentiment silencieux. Accepter que d'instante présence ne s'accorde plus avec notre vie actuelle demande un courage tranquille. Il ne s'agit pas de rompre brutalement, ni de créer du bruit inutile. Il s'agit plutôt de laisser la distance s'installer naturellement, sans manipulation, sans silence punitif. Lorsque l'on cesse de forcer une connexion, ce qui reste est la vérité du lien. Parfois, cette vérité est tendre, parfois elle est vide, mais elle est sincère, et c'est cette sincérité qui permet d'avancer sans se trahir. En ouvrant cet espace, quelque chose d'inattendu se produit, la vie commence à réorganiser nos rencontres. On découvre de nouvelles formes de présence plus alignées. Avec notre intérieur, cela ne signifie pas une multiplication de relations. Bien au contraire, le nombre diminue, mais la profondeur augmente. Comme si en vidant une pièce encombrée,
on redonnait au lieu la possibilité de respirer. La même chose se produit avec l'âme. En retirant ce qui ne nourrit plus, on crée un terrain où l'essentiel peut enfin prendre place. Dans cette étape, la solitude n'est pas une punition. Elle devient un filtre. Intelligence émotionnelle et isolement, un filtre qui clarifie ce qui compte réellement, un filtre qui permet de connaître les liens sincères, ce qui n'exige pas d'efforts constants pour exister. Et même si cette transition peut susciter un sentiment de flottement, presque comme si l'on n'appartenait plus nulle part, ce flottement est un passage, pas une destination. Il prépare une nouvelle manière d'être en relation, une manière plus libre, plus lucide, plus fidèle à soi-même, au fur et à mesure que l'on se stabilise dans cette nouvelle présence intérieure, une autre découverte apparaît. La paix n'a rien de beau, de spectaculaire. Elle ne s'impose pas avec éclat. Elle n'exige aucune explication. Elle se manifeste comme une respiration plus profonde, comme un espace intérieur où l'on se sent enfin à l'abri de l'urgence de plaire et des attentes qui autrefois dictaient nos comportements. Cette paix n'est pas le résultat d'un isolement volontaire, mais d'une compréhension intime. Personne ne peut remplacer le travail que l'on fait avec soi-même. Dans cette clarté nouvelle, les habitudes émotionnelles deviennent visibles, telles où l'on confondait approbation et affection, où l'on recherchait des signes pour apaiser des signes pour été anciennes courités anciennes, où l'on se précipitait vers des liens qui promettaient la chaleur, mais apportaient surtout du bruit. En restant avec soi sans chercher à fuir, on découvre que la présence intérieure peut devenir un soutien solide. Elle ne comble pas le manque par illusion, elle le transforme par compréhension. C'est dans ce processus que l'on apprend à ne plus revenir vers des relations qui ne dialoguent plus avec notre présent. Il arrive que la mémoire affective nous ramène vers ce qui est familier, même si cela fait souffrir. L'esprit suggère d'envoyer un message, de renouer une conversation, de raviver un lien qui n'existe plus vraiment. Mais chaque fois que l'on cède à cet appel sans sincérité, on ressent immédiatement une sorte d'ombre intérieure, comme si l'on trahissait la partie de soi qui tente d'avancer. Tenir bon face à l'envie de retourner vers l'ancien soi n'est pas un acte de froideur, mais une preuve d'intégrité émotionnelle. On apprend à supporter l'inconnu sans chercher de raccourcis. L'inconnu n'est ni le danger de vouloir plaire à tout le monde, pas vide, il est une page qui se remet à disposition. Rester avec soi dans ces moments de flottement exige du temps et de la patience, mais ce sont précisément ces moments qui permettent à la structure intérieure de se reconstruire autrement. Au bout d'un certain temps, quelque chose change profondément. La solitude cesse d'être un état que l'on subit. Elle devient un espace que l'on occupe avec une forme de dignité tranquille. On peut marcher sans compagnie, réfléchir sans témoin, rester sans avoir à se justifier. On cesse de réclamer à l'autre ce qu'il n'a jamais été en mesure d'offrir. La certitude intérieure, la sécurité émotionnelle, la continuité que seule une présence à soi peut réellement garantir. Et à partir de là, les relations prennent une autre saveur, car elles ne sont plus un refuge contre nos manques, mais une extension de ce que nous construisons en nous. Plus on avance dans cette exploration intérieure, plus la perception du monde se transforme de façon subtile, mais irréversible. Des lieux autrefois familiers, comme, sans apparaître étrangers, non parce qu'ils ont changé, mais parce que notre manière de les habiter n'est plus la même. Les conservations qui nous occupaient perdant leur intensité, les dynamiques auxquelles nous adaptions
machinalement, dévoilent leur fragilité. On réalise alors combien de comportements étaient guidés par la crainte de déplaire ou par le besoin d'être entouré et non par un désir authentique de partager. Cette prise de conscience crée parfois un sentiment de déphasage. On se trouve dans une zone de transition où rien n'est complètement stable, l'ancien ne nous retient plus et le nouveau n'est pas encore construit. Pourtant, c'est précisément dans ce passage incertain que quelque chose d'essentiel commence à émerger. On se met à choisir différemment. On ne cherche plus des relations nombreuses, mais des liens cohérents. On ne s'accroche plus à la présence constante de l'autre, mais à la qualité de ce que l'on ressent en sa compagnie. La solitude, qui paraissait autrefois menaçante, révèle alors son véritable rôle. Elle n'est pas une punition ni un manque, elle est un miroir, elle permet de voir ce que l'on avait enfoui sous de distractions permanentes. Les transformer la solitude en force besoin que l'on n'avait jamais nommée, les blessures que l'on évitait de revisiter, les attachements que l'on maintenit par habitude plus que par désir. Au lieu de nous priver du monde, elle nous rééduque, elle montre comment revenir vers les autres avec davantage de liberté intérieure. Ce que l'on gagne dans ce processus n'est pas une distance froide, mais une maturité vivante. On cesse d'attendre que quelqu'un d'autre nous confirme, nous complète ou nous protège de nos manques. On comprend que la relation la plus structurante est celle que l'on entretient avec soi-même. Lorsqu'elle devient stable, les liens extérieurs s'organisent naturellement. Ceux qui ne résonnent plus disparaissent sans conflit. Ceux qui ont encore un sens trouvent leur juste place. Et ceux qui arrivent ne sont plus des refuges contre notre vide, mais des rencontres authentiques. Lorsque cette compréhension s'installe, on accède à une forme de liberté douce. On aime sans se taillir, on s'attache sans se perdre. On partage sans s'effacer. La solitude cesse alors d'être perçue comme un adversaire. Elle devient une compagne discrète mais indispensable, qui rappelle que la paix intérieure n'est pas une destination lointaine, mais le point de départ de toutes les relations possibles. À partir du moment où l'on accepte cette nouvelle manière d'habiter sa vie, une transformation plus profonde encore se met en place, les sensations internes deviennent plus fines, comme si l'on retrouvait un sens oublié. On se surprend à remarquer des détails que l'on ignorait autrefois. La fatigue émotionnelle qui apparaît dans certains échanges, la sérénité qui naît dans d'autres, la tension subtile qui surgit lorsqu'on se force à être présent, là où l'on ne se sent plus à sa place. Ce sont des signaux que l'on n'écoutait pas auparavant. Absorbés par le besoin de s'adapter, ces signaux deviennent des guides. Ils orientent vers les environnements qui respectent notre rythme et éloignent de ceux qui le malmènent. Ce n'est pas un retrait du monde, mais ce que la société ne comprend pas, une manière différente d'y participer. On cesse de se soumettre à des engagements qui vendent l'esprit et l'on choisit des espaces où l'on peut respirer sans justification. Cette forme de sélection n'est pas de l'égoïsme. Elle est un soin, elle crée une cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Ce changement se reflète aussi dans la communication. On parle moins pour occuper l'espace et plus pour transmettre quelque chose qui a du sens. On écoute avec plus d'attention, non pour répondre, mais pour comprendre. On perd le réflexe d'expliquer sa présence ou son silence. Cette simplicité nouvelle apaise les relations. Il n'y a plus de lutte pour être perçu, plus de besoin de convaincre. On laisse chaque lien se définir par son propre mouvement, sans forcer, sans trétinir. Dans cette étape, le monde extérieur peut parfois mal interpréter
la transformation. Certains y voient de la distance, d'autres pensent à un manque d'intérêt. En réalité, il s'agit d'un recentrage. Ce n'est pas l'autre que l'on rejette, c'est l'agitation intérieure que l'on refuse désormais de nourrir. La priorité devient la clarté émotionnelle, non la conformité sociale. L'on découvre alors une vérité simple. On gagne en qualité ce que l'on perd en quantité. Ce rééquilibrage crée un terrain propice à des relations plus humaines, des liens où l'on se choisit avec lucidité, où l'on respecte les rythmes, où l'on accepte que la proximité ne se mesure pas au nombre de messages, mais à la justesse des rencontres. C'est une manière nouvelle d'aimer où l'on offre à l'autre ce que l'on s'offre d'abord à soi-même, de la sincérité, du calme et un espace pour exister sans masque. Une autre évolution apparaît à ce stade, la capacité à reconnaître ses limites sans culpabilité. Autrefois, on ressentait de la honte à l'idée d'avoir besoin de solitude, comme si ce besoin révélait une faiblesse ou un manque de sociabilité. Maintenant, il devient clair que cette solitude n'est pas un retrait, mais une outil à apprendre à être bien avec soi-même, respiration nécessaire. Elle permet de revenir vers le monde en étant plus entier, moins dispersé, plus capable de donner quelque chose de vrai. Cette reconnaissance des limites s'étend également aux relations. On est moins tenté de tolérer des dynamiques qui fatiguent, qui fragmentent, qui obligent à se dénaturer, non pas par dureté, mais par lucidité. L'on comprend que rester dans un lien qui pèse est une forme d'abandon de soi-être. Cet abandon n'est plus acceptable. Il s'agit de préserver un espace intérieur qui a mis du temps à être reconstruit et qui mérite désormais d'être protégé. Ce cherchement n'est pas sans conséquence. Certaines personnes s'éloignent, incapables de comprendre ce besoin nouveau de cohérence. D'autres, au contraire, se rapprochent attirés par cette clarté tranquille. Les relations deviennent alors un lieu d'échange plutôt qu'un moyen d'occuper le vide. Il y a moins de demandes implicites, moins de jeux affectifs, moins de tentatives de combler l'autre. On ne se cherche plus d'appui extérieur pour compenser une instabilité intérieure. C'est aussi le moment où l'on apprend à vivre des émotions complexes sans chercher immédiatement une solution ou une distraction. Les jours de doute ne sont plus vécus comme des régressions. Ils deviennent des occasions d'observer ce qui se passe réellement en soi. Les moments de fatigue affective ne sont plus perçus comme des signes d'échec, mais comme des rappels. L'espace intérieur a besoin de soins lui aussi. Progressivement, cette maturité émotionnelle modifie la manière dont on perçoit la temporalité de lien. On n'exige plus une présence constante. On accepte que chacun puisse s'éloigner, revenir, traverser ses propres cycles. La relation n'est plus un contrat silencieux, mais un mouvement vivant. Et cette liberté partagée donne naissance à un type de lien plus apaisant, où l'on n'est pas ensemble pour combler un manque, mais pour partager une humanité. Avec cette maturité nouvelle, une compréhension essentielle, reprendre le pouvoir sur sa vie sociale, s'installe. La sécurité affective ne dépend pas de ce que l'autre donne ou ne donne pas, elle repose sur notre propre capacité à nous tenir debout, à accueillir nos émotions, à réparer nos déséquilibres internes. Cela change profondément la dynamique des rencontres. On n'attend plus que l'autre apaise une peur ou confirme une valeur. On arrive dans la relation avec une base solide qui permet un échange plus libre. Cette solidité intérieure donne naissance à un calme particulier, un calme qui n'est pas l'absence d'émotion, mais l'absence de lutte contre elle. On cesse de se battre contre la solitude
contre le silence, contre les périodes de retrait. On les reconnaît comme faisant partie du rythme naturel de la vie affective. Elles ne sont plus des ennemis à fuir, mais des étapes à traverser avec douceur. Ce calme transforme aussi la manière dont on accueille les autres. On n'a plus besoin de tout comprendre, de tout contrôler, de tout interpréter. On laisse l'autre être lui-même sans vouloir le modeler pour combler nos besoins. Cette liberté accordée à l'autre est une forme de respect profond. Elle montre que l'on ne cherche plus une fusion pour éviter la séparation, mais une proximité qui puisse respirer. C'est également à cette étape que l'on réalise que certaines relations, même précieuses, ne sont pas destinées à durer. Elles peuvent avoir apporté de la lumière, de la chaleur, de la croissance, mais leur cycle arrive à son terme. L'on apprend alors à laisser partir sans ressentiment, à reconnaître que l'évolution personnelle modifie la nature des liens. Laisser partir n'est plus vécu comme une perte, mais comme un acte de fidélité envers soi-même. Et pourtant, ce détachement ne rend pas le cœur froid. Au contraire, il le rend plus sensible, plus disponible. On développe une compassion silencieuse, celle qui comprend que chacun fait de son mieux avec son histoire. On ne cherche plus à retenir ce qui ne peut plus rester. On accueille ce qui vient, on accompagne ce qui part, et l'on se tient dans cet équilibre avec une tranquillité qui aurait été impossible autrefois. Au terme de ce long parcours intérieur, on découvre existence prend une tonalité, message final de Boris Cyrulnik différente. La vie n'est pas devenue plus simple, mais elle est devenue plus sain, mais elle est devenue plus sain lisible. On ne vit plus en fonction des attentes extérieures, mais en accord avec une cohérence intime qui s'est construite lentement. Cette cohérence n'est pas une certitude rigide, c'est une ouverture calme vers ce qui fait sens. Les anciennes peurs perdent leur pouvoir, la peur de décevoir, la peur d'être seul, la peur d'être oublié se dissolvent progressivement, remplacées par une confiance tranquille. Non pas la confiance que tout ira bien, mais la confiance que l'on saura se soutenir, quel que soit le contexte. Cette autonomie émotionnelle est l'un des effets les plus profonds du processus de recentrage. Elle permet d'accueillir les liens sans anxiété. On ne recherche plus des garanties. On ne demande plus à l'autre promettre une permanence impossible. On laisse la relation suivre son mouvement naturel avec ses flux et ses silences, ses éloignements et ses retours. Cette souplesse donne à chaque lien la possibilité d'être vrai dans cette nouvelle manière de vivre. Quelque chose devient évident. La solitude n'était pas but, mais un passage. Elle n'était pas là pour nous enfermer, mais pour nous éclairer. Elle nous a appris à revenir à nous, à donner une place à nos émotions, à respecter nos limites. Elle a permis de construire une présence qui n'est plus menacée par les absences ou les ruptures. Et lorsque cette présence devient stable, quelque chose s'ouvre. Les rencontres prennent une profondeur nouvelle. On n'aime plus pour éviter la solitude, mais parce que l'on a quelque chose à partager. On ne s'attache plus pour être sauvé, mais pour accompagner et être accompagné. On avance alors dans le monde avec une humanité plus confiante, capable de tendresse sans dépendance, de proximité sans peur, de liberté sans fuite. Et c'est peut-être cela la transformation la plus précieuse. Comprendre que la paix intérieure n'est pas un refuge contre le monde, mais une manière d'y participer avec plus de vérité, plus de douceur et plus de présence.